L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous une scientifique grenobloise, Romane Legal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes astrophysicienne, vous avez travaillé dans un lieu insolite et unique en son genre que vous allez nous faire découvrir dans cette émission. Un lieu que connaît bien également José Olivares. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de physique au lycée Vaucanson à Grenoble et à l'origine d'un documentaire qui retrace une expérience pédagogique que vous avez menée avec vos élèves. Vous les avez emmenés à plus de 12 000 km de Grenoble, au Chili, qui est votre pays d'origine. On en parlera également au cours de cette émission. Et puis notre troisième invité a lui aussi beaucoup voyagé au cours de sa carrière, même si son port d'attache, ça reste l'Isère avec le massif du Vercors. Robin Duvillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, champion de ski de fond, médaillé olympique aux Jeux Olympiques de Sochi, c'était en 2014, retraité, Romain, depuis l'âge de 32 ans, à peu près. À peu près, ouais. Ouais, 2019, je crois. Plus que ça, quand même. La fin de la carrière de haut niveau, bon. 6. 36 En tout cas, il est loin des 64 ans qu'on évoque en ce moment dans l'actualité nationale. Ils ont la belle vie, les sportifs de haut niveau. En tout cas, entre les championnats du monde junior, je crois que c'était au début des années 2000, et puis la fin de votre carrière, il y a eu 20 ans pratiquement de sport de haut niveau. C'est ce que vous racontez dans ce livre, hein. Le ski de fond en comble, avec un petit jeu de mots, mais il n'y en a pas le seul qu'il y a dans ce bouquin, qui n'est pas une véritable autobiographie de votre carrière. Pas du tout. Non, c'était vraiment pas le but. Déjà, parce que je crois pas que j'avais la carrière et la notoriété pour ça. Puis je pense que j'avais pas vraiment de choses à raconter en déballant toute une histoire que j'aurais déjà eu du mal à retracer chronologiquement. Non, l'idée c'était vraiment de faire une plongée dans le sport de haut niveau, dans le ski de fond en particulier, et de montrer en fait toutes les petites choses qui composent la vie d'un athlète. Et ça va sur des thèmes très très variés. C'est divisé en plusieurs parties. Et voilà, faire plein de petits chapitres qui parlent de ces petites tranches, de le faire avec humour, avec d'une manière assez décalée, de aussi casser la barrière, je ne sais pas s'il y a vraiment une barrière, mais de montrer que le sport de haut niveau et n'importe qui, en fait, c'est la même vie, juste que c'est poussé un petit peu à l'extrême dans certains compartiments, et puis d'amener des anecdotes de carrière, oui, qui sont liées à moi ou à d'autres personnes de l'équipe de France. Voilà, sur une vingtaine d'années de carrière, il y en a à raconter, mais c'était plus de faire de décrire ce que c'était de l'intérieur une vie de sportif de haut niveau. Avec du recul, quand même. Il y a pas mal de recul sur ce milieu. Oui. Il y a beaucoup d'humour aussi. Pour devenir champion, il faut bien choisir ses parents. Voilà, par exemple, une des conclusions des 20 ans de carrière de Robin, mais c'est pas faux. Même si, effectivement, quand on n'a pas trop le choix. Mais il faut bien tomber. En tout cas, la spécialité de Robin, c'était le 50 km. Donc, il a décidé de décliner ses chapitres. 50 chapitres. En 50 exemplaires. Les 50 km, ce n'est pas les courses qu'il y avait le plus souvent. Sur le circuit mondial, c'était 1 à 2 par an. Mais c'était une course où je me régalais, où j'arrivais vraiment bien à m'exprimer. Et du coup, comme un 10 km, j'avais plus que 10 chapitres à faire aussi. J'ai choisi le 50 pour ça, mais au moins ça faisait un chiffre rond. Ouais, heureusement que vous ne faites pas de l'ultra-trail. Ouais, par exemple, sinon là, il aurait fallu, je serais encore en train d'écrire. Il ne serait pas fini. Celui-là vient de sortir, c'est aux éditions Les Passionnés de bouquins. Alors, vous dites que vous n'avez pas fait une carrière qui méritait une véritable biographie ou autobiographie, mais même si vous n'êtes pas au niveau effectivement de Martin Fourcade ou de Marie Dorin, que vous connaissez bien, avec lesquels plutôt, vous avez... oui.
vous avez vécu votre vie de sportif de haut niveau. Il y a quand même dans le palmarès de Robin Duvillard un fait peut-être un peu plus marquant que les autres. C'était en 2014 aux Jeux Olympiques de Sotchi. Oui, la médaille olympique, c'est sûr que c'était quelque chose de fort. En plus, quelque chose qu'on a pu partager en relais, en équipe. On voit les images qui Dossard jaune, numéro 9. Plongée en retour en arrière. Effectivement, c'est une course qui a changé notre vie à tous les quatre. Et parce que on a fait quelque chose de fou ce jour-là et qui n'était pas spécialement attendu comme ça. C'était la première fois que l'équipe de France faisait une médaille olympique en ski de fond. Alors, en relais. Il y a eu un individuel, mais il n'y avait jamais eu en équipe. Donc, puis c'est des souvenirs qu'on a partagés avec toute une équipe. Donc ça, c'était fort. Après, c'est pas parce qu'on gagne une médaille olympique qu'on doit forcément écrire un livre. Et je pense pas que c'était le but de ça. C'est surtout que j'aime bien écrire, que j'avais toujours des chroniques. Pendant 8 ans, je faisais une chronique sur ma page Facebook qui dépeignait un petit peu l'actualité du ski et du sport. Et de le faire de manière drôle et un petit peu tournée en dérision parfois. Voilà, pour montrer que la vie de sportif de haut niveau, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous à un moment, puis qui en fait c'est quand même pas grand-chose. On a des grands malheurs, mais qui sont pas si grands que ça. Et voilà, pour montrer un petit peu l'envers du décor, mais de le faire avec passion, et puis de donner envie aussi aux gens soit de mieux comprendre, soit de découvrir aussi ce milieu. Puis c'est aussi des choses que tout le monde a vécu à un moment dans sa vie, que ce soit sur les voyages en bus, sur la colocation éphémère, mais avec un voisin de chambre, quand nous on est tout le temps comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui font que dans la vie de tous les jours, c'est un peu moyen d'en rire. Une vie de nomade aussi quand on est sportif de haut niveau. Enfin, on bouge pas mal. On fait des sacrifices. Par exemple, pour réussir vos JO de 2014 et remporter cette médaille avec l'équipe de France, vous êtes privé de dessert. Je suis très, très, très gourmand. Pour vous, c'est un gros sacrifice. Voilà. Hein. Alors, pour certains, c'est pas grand-chose. Mais non, c'est vrai que les desserts, depuis tout petit, ça me travaille quand même. Et donc voilà, c'était juste pour dire de préparer quelque chose d'exceptionnel. Je voulais faire quelque chose un challenge mental surtout. Et donc, effectivement, c'était l'année de mes 30 ans et je me suis dit, allez, pendant de début octobre à fin mars, de ne pas manger de dessert, pas boire une goutte d'alcool, de ne pas manger de trucs apéritifs ou quoi. C'est pas tout à fait notre vie au quotidien, mais ça arrive. Et donc, de se dire, allez, on fait quelque chose d'exceptionnel pour un événement exceptionnel. Donc, il n'y a pas tout à copier sur ces comportements alimentaires que j'ai eus à des moments dans ma vie, mais voilà, ça m'a permis c'est pas forcément ça qui m'a fait réussir, mais du moins ça a contribué. C'était quelque chose un challenge marquant. Médaille olympique, vous auriez même pu en rapporter une deuxième. On va voir des images du 50 km qui était votre discipline phare. Donc on est aussi aux Jeux Olympiques de Sotchi. Vous avez le dossard numéro 10 avec une combinaison blanc. On va vous voir là notamment sur cette tête de peloton. Vous êtes terminé 6e de cette compétition olympique, ce qui est déjà un super résultat. Sauf que avec un peu de recul, les 3 premiers de cette course, c'est 3 Russes qui ensuite ont été rattrapés par des affaires de dopage. Donc sportivement, finalement, vous méritiez peut-être un deuxième podium olympique. Oui et non. Alors après, c'est effectivement à ce compte-là, il y a beaucoup d'athlètes qui mériteraient un podium olympique puis qui ne l'auront jamais eu parce que malheureusement, l'histoire du sport et du sport d'endurance en particulier est assez tumultueuse par moments. Là, on a eu un exemple fou avec ce scandale de dopage qui a éclaté, qui est révélé par l'affaire, le film, si vous voulez regarder sur Netflix, ça s'appelle Icarus, ou Iker, après c'est différentes choses, mais voilà, en fait, c'était un dopage d'État, où en fait, le KGB arrivait à aller dans l'endroit où étaient stockés les échantillons et à les échanger. Donc en fait, ce qui est plus c'est gros, plus ça passe. Vu que en fait l'athlète, c'est très simple pour lui de dire moi j'ai pissé dans le flacon. Sais pas ce qui s'est passé. Moi j'y suis pour rien, je suis propre évidemment. Oui, ils ont bien mis tout ça en place pour aller changer des échantillons d'athlètes propres, c'est une évidence. Mais après voilà, il faut aussi
faut aussi prendre du recul par rapport à ça. C'est les 3 Russes qui sont devant, mais on peut étendre à plus loin. Les 2 d'après ne sont pas tout roses dans leur carrière. Et surtout, voilà, c'est aussi des gens qui m'ont plus souvent battu que ce que je les ai battus dans ma carrière. Donc il n'y a pas scandale sur le papier. C'est plus la façon dont ça a été fait ce jour-là. Et voilà, quand on apprend ce genre de choses, c'est un petit peu plus dur à accepter. Après, on m'aurait dit avant de partir que j'allais ramener une médaille et faire 6e au JO. Je crois que j'aurais signé quand même. Il y a d'ailleurs un chapitre consacré au dopage dans le livre, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais c'est contraignant tout au long de la vie d'un sportif de haut niveau. Oui, ça fait partie du jeu. Si on veut un sport propre, il faut aussi accepter qu'on soit contrôlé. Et si on veut un sport très propre, il faut accepter d'être contrôlé d'une manière contraignante. Si forcément on dit que les contrôles n'ont lieu que sur les compétitions, ah oui, c'est confort pour chaque athlète de se dire c'est bien, pendant toute l'année je peux faire ce que je veux, j'ai personne qui va venir chez moi pour prendre mon urine et mon sang. Mais d'un autre côté, c'est sûr que c'est la porte ouverte au dopage. Donc oui, il y a des choses contraignantes, il y a des gens qui viennent chez nous de manière improvisée pour contrôler. C'est le jeu et je pense qu'il faut surtout l'accepter et je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Après, c'est toujours pareil, les avancées, la vie privée, les choses qu'on peut faire, pas faire, c'est jamais très simple. Après, voilà, sur le chapitre du dopage, j'ai réfléchi longuement, je l'ai réécrit plusieurs fois parce qu'au début, j'y allais un petit peu fort et en fait, après, je me suis dit, faut le tourner en dérision et c'est plus simple comme ça. J'ai eu une belle carrière, je suis content de ce que j'ai eu. Si un jour les choses tournent parce qu'on a fait aussi 3e derrière les Russes ce jour-là, voilà. Nous on a eu notre médaille olympique. Si derrière la Poste m'envoie un colis un peu plus gros un jour, très bien, mais en soi les émotions elles ont été vécues. Ce qu'on nous a pris, on nous l'aura pris, et puis ce qu'on a eu finalement c'est déjà, on s'est pas tant fait voler que ça nous. Je pense qu'il y en a d'autres dans leur carrière qui ont plus à se plaindre. Alors, au fil des 50 chapitres, il y a aussi quelques petits dessins. J'en ai choisi un comme ça qui évoque finalement pas mal. On parlait des parents. Là, ils sont en train de demander à leur fille pourquoi elle n'est pas allée voir des matchs de foot pour choisir un footballeur. C'est vrai que financièrement, là, entre le fondeur et le footballeur, le cœur peut vaciller. Hein. C'est ça. Non, mais il faut... Je trouve que il est bien ce dessin parce qu'il retranscrit assez bien le ton du livre et de faire en sorte que voilà, on fait du ski de fond, on ne va pas se prendre au sérieux, on a un sport qui est difficile, qui n'est pas forcément glamour, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais qui n'est pas le plus attractif sur... oui, quand on arrive avec la bave, qu'on est transpirant, qu'on s'est donné comme ça pour quelque chose qui ne fait pas gagner des millions. Ça peut questionner. Ça peut questionner, mais au final, je pense qu'une fois qu'on lit ce dessin, on se rend assez vite compte que c'est pas si mal d'avoir un gendre skieur de fond plutôt que footballeur parfois. On ne gagne pas des fortunes, même si vous étiez professionnel, vous étiez d'ailleurs militaire, c'est ça, un salarié par l'armée. Vous pouvez le dire maintenant, quand on est sportif de haut niveau, salarié par l'armée, c'est un emploi fictif, non? Alors, oui et non, comme beaucoup d'emplois. Non, mais c'est un contrat d'image, on pourrait dire. C'est une manière déjà, c'est une manière qu'a l'État de soutenir le sport. Il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est 2 administrations, parce qu'il y a l'armée, mais il y a aussi les douanes. Il y a d'autres solutions, mais voilà, c'est les 2 plus grandes en France. Et puis en fait, c'est surtout un partage de valeurs communes, sans dire que c'est pas parce qu'il faut juste faire la distinction entre l'armée et la guerre. Je pense aussi, il y a beaucoup de gens qui ont une très mauvaise image de l'armée. Je peux comprendre, mais l'armée, en fait, c'est pas... l'armée, ils font ce que le chef d'État leur dit de faire, et que s'il y a beaucoup d'autres missions que simplement faire la guerre, je pense qu'aujourd'hui, ça a bien évolué. Mais par contre, le sport d'équipe, le dépassement de soi, le goût de l'effort, toutes ces choses qui collent assez bien à nos disciplines. Voilà, c'est aussi de montrer le caractère humain de l'armée. Et puis on avait quand même quelques obligations. C'est sûr, pas 365 jours par an, mais c'est notre manière de...
J'ai retrouvé quelques images de Robin au boulot, justement, avec l'armée. Je ne sais pas si ça te rappelle des souvenirs. Oui, ça, je peux même en parler. Voilà, il est en train de nager avec Martin Fourcade. Voilà, c'est ça, on avait sauté là-dessus, sur la... Stage commando, c'est ça Stage commando, ça c'est à Lorient. Il vous épargnait pas trop quand même, les sportifs de haut niveau. Celui-là, on l'avait fait, il nous avait bien poussé. Ouais. Alors après, pour tous les militaires qui ont vécu des stages commando, ou des vrais stages de mise en difficulté pour simuler la réalité, nous ça va, ça reste gentil parce que l'objectif c'était quand même qu'ils ne nous blessent pas. Donc ils avaient quelques contraintes, mais oui, là-dessus, ils nous avaient mené la vie dure. Nous, la différence par rapport à d'autres, c'est qu'on savait que tel jour, telle heure, il y avait le bus qui nous ramenait, l'avion ou le train, et que ça s'arrêtait. Alors que pour ceux qui sont là-dedans, et ça c'est encore des stages d'entraînement, mais dans la vraie vie, on ne sait pas quand ça s'arrête. Là, c'est déjà autre chose. Tu es une poule à main nue, c'est ce qu'on vous a demandé notamment dans ce type de stage. On nous a donné 4 poules, et il fallait manger pour le soir. Bon, c'est des souvenirs marquants. Bon. J'ai retrouvé aussi quelques images de votre victoire à la foulée blanche sur votre 2018. Vercors. Alors c'est en 2018, c'est pas si vieux, mais à l'époque il y avait de la neige pour passer justement dans les rues d'Autran. Ça existait encore. Est-ce que, comme diraient certains de vos collègues, est-ce que vous estimez avoir pratiqué un sport en voie de disparition ? Je ne saurais pas dire là-dessus. Il faudrait avoir... c'est toujours le côté pessimiste et le côté optimiste. Je ne pense pas que la neige sera en voie de disparition très rapidement. Par contre, la durée sur laquelle on l'aura et les conditions dans lesquelles elle va pouvoir rester aussi, et pour la pratique du ski, oui, là, par contre, on peut être inquiet. Je pense qu'après, on n'a peut-être que ce qu'on mérite et qu'on ouvre les yeux bien souvent que quand le résultat est là. Je pense que dans le domaine, dans vos domaines scientifiques, voilà, c'est ça, j'allais dire, je me trompais de mot, c'est les mêmes choses, et qu'il y a des choses qu'on sait qui vont arriver, et des fois on nie un petit peu, parce que par exemple l'hiver passé, on a un hiver exceptionnel par ici. Tout le monde se dit, mais il n'y a pas de problème en fait, il neige, il fait froid, c'est génial. Donc peut-être que c'est un sport en voie de disparition. Je pense surtout que à un moment, faut se dire qu'il y a d'autres moyens. Le ski à roulette. C'est vrai que ça peut être un bon palliatif, notamment pour garder la forme pendant l'été. Un dernier chapitre, il y en a beaucoup, mais qui m'a personnellement intéressé, c'est celui qui est consacré aux médias. Dans lequel vous classez les journalistes en fonction des questions qu'ils posent. Alors j'ai ressorti la première émission que j'avais faite avec Robin, c'était il y a pratiquement une dizaine d'années sur le plateau de Télé Grenoble. J'ai essayé de revoir les questions que je posais. Je ne sais pas dans quelle catégorie je me trouve, Robin. Est-ce que je suis dans la catégorie de ceux qui posent des questions à la con, par exemple? Non, je crois pas. Il n'ose pas le dire parce que je suis là. Non, oui, c'est sûr que c'était une manière de montrer un petit clin d'œil aux médias, parce que sans les médias, finalement, le sport peut rester très confidentiel, et c'est une manière aussi de s'exporter, qu'il y ait un petit peu de mise en lumière sur notre discipline. Après, effectivement, de temps en temps, on voit les grosses différences entre... je pense pareil dans le domaine scientifique, entre quelqu'un qui connaît rien et qui vient, on lui a dit de venir faire un sujet sur telle ou telle étude que vous êtes en train de faire, et puis quelqu'un qui s'y intéresse un petit peu. Donc Thibaut, quand même, s'intéresse à ça, et ça va. Bon. C'est plutôt il a passé l'examen. Voilà, en tout cas, il y a plein effectivement de focus sur la vie, les coulisses du sport de haut niveau, pas forcément lié qu'au ski de fond, mais c'est le parcours de Robin Duvillard, le ski de fond en comble, aux éditions Les Passionnés de bouquins, avec plein de stats aussi, des stats maison. Voilà, j'en dis pas plus, mais il est très fort en statistiques, Robin. Ça agrémente aussi la lecture de ce livre, et puis vous êtes resté dans le ski de fond, à vous entraîner maintenant les futurs champions. Et j'espère que c'est les futurs champions. Il y en a quand même quelques-uns qui sont bien partis pour l'instant. J'en ai 5. En fait, j'entraîne au team Vercors Isère. Et donc, on a une grosse quinzaine d'athlètes. Il y a une branche qui est plutôt sur les courses longue distance, la foulée blanche, la transjurassienne et d'autres courses internationales. Donc, c'est Rémi Salacrou, qui est aussi de Saint-Martin-du-Riage, là, qui s'en occupe. Et moi, je m'occupe plus des 5 autres qui sont sur la branche, on va dire, fédérale,
Coupe de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Et voilà, avec l'objectif de les emmener, pas forcément le plus loin possible, mais jusqu'où eux, ils veulent aller. Parce que des fois, quand on est coach, on a forcément envie de se dire j'ai envie de les emmener à être champion olympique, tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est à eux de le vouloir. Et voilà, je suis là pour les accompagner au mieux là-dedans. Et c'est prenant. Bon, ils sont dans de bonnes mains en tout cas. On reste en montagne, aux frontières de l'Isère et des Hautes-Alpes, au sommet d'une montagne unique en son genre. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Romane Le Gall est astrophysicienne à l'IRAM. Alors, c'est l'Institut de radioastronomie millimétrique de Grenoble, puisque c'est basé sur le campus universitaire. La radioastronomie, rapidement, ça consiste en quoi ? Rapidement. Synthétiquement, on va dire. Ça consiste, alors donc on a des radiotélescopes qui sont des antennes donc, qui travaillent 24 heures sur 24 et qui captent les ondes du cosmos et des objets célestes qui l'abritent. Et donc on étudie comme ça les ondes électromagnétiques qui nous viennent de ces objets célestes. Et en particulier, avec la radioastronomie, on peut dire qu'on étudie l'univers froid par rapport à d'autres longueurs d'onde, d'autres fréquences auxquelles on peut aussi observer. Il y a d'autres observatoires dans l'infrarouge, par exemple, avec le James Webb Space Telescope, dont on a beaucoup entendu parler, enfin plus dans les médias, qui lui observe dans l'infrarouge, donc c'est des températures plus chaudes. Donc la radioastronomie, on peut dire qu'on observe plutôt l'univers froid et qu'on essaye de révéler des signaux qui sont invisibles à l'œil nu. On va voir que vous remontez très très loin dans l'univers avec ces outils. Alors vous avez un bureau, on va dire, classique sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, mais un autre beaucoup plus insolite, à plus de 2500 mètres d'altitude, au sommet de la montagne de Bure. Alors là voilà, en version été, cette montagne, et vous y passez une bonne partie de l'année, Romane. Alors oui, donc du coup, pour l'IRAM, donc ce qu'il faut dire, c'est que moi je travaille à l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Donc, je travaille aussi à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble où je fais essentiellement ma recherche. Et à l'IRAM, c'est ce qu'on appelle une tâche de service à la communauté qu'on est censé faire. Et donc, pour cette tâche de service à la communauté astrophysique, je me rends 4 semaines par an sur le plateau de Bure où j'organise les observations qui vont être effectuées avec le radio-interféromètre NOEMA. Donc là, on voit en fait plusieurs antennes. Donc on a inauguré en fait ce télescope en septembre dernier, où on a mis la 12e antenne en place, donc ce qui a constitué le radiotélescope NOEMA. Et donc ces 12 antennes, elles travaillent ensemble, de concert, donc c'est-à-dire qu'elles visent la même région de l'univers. Et ensuite, on combine les signaux de ces antennes pour simuler une antenne qui aurait le diamètre... Une antenne géante qui aurait le diamètre de la plus grande distance entre deux antennes. Donc maintenant, on peut simuler en gros une antenne de 1,7 km de diamètre. Donc ce qui est assez grand et qu'on pourrait pas, en fait, on pourrait pas construire une antenne avec un aussi gros diamètre. Et pourquoi avoir construit cet équipement au sommet de cette montagne à plus de 2500 mètres d'altitude? Alors parce que... C'est pas plus simple en bas, dans la plaine? Alors non, donc pour la radioastronomie, en fait, on a besoin d'être en altitude parce qu'on a besoin notamment d'avoir un ciel le plus pur possible et on veut s'affranchir le plus possible de la vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère. Donc pour ces raisons-là, on a besoin d'être en altitude. Et le plateau de Bure, il s'y prêtait bien parce qu'il fallait quand même en altitude un espace assez plat pour pouvoir justement avoir cet espacement, étendre les antennes le plus possible. Et donc le plateau de Bure s'y prêtait très bien. Et il n'y en a pas tant que ça dans les alentours, donc c'est pour ça qu'elle a été choisie. Le site a été choisi pour installer l'observatoire. C'est vrai que c'est tout plat, c'est assez surprenant d'ailleurs, au sommet d'une montagne. On pourrait presque faire du ski de fond, Robin. C'est ça qu'on allait faire. Un stage en altitude, et il y a de quoi en plus loger, si j'ai bien compris, puisque les scientifiques... Sur les rails, alors oui, donc en fait on reste en tant qu'astronome de service. Donc ma mission là-haut, c'est d'être astronome de service. Et on reste 7 jours consécutifs. Donc on est une équipe d'environ une dizaine de personnes sur place, parce qu'il y a l'astronome de service. Il y a également des opérateurs, donc 2 opérateurs qui travaillent, donc eux qui sont vraiment en charge de tuner le télescope, de régler le télescope,
sur les objets qu'on veut observer. Nous, on est plutôt en charge de la programmation des différents projets qui vont être observés, donc, parce qu'il y a plusieurs projets scientifiques à observer durant une semaine. Et donc, nous, en fonction des conditions météo, de quand les sources sont observables, etc., et des priorités de chacun des projets, on fait le planning des observations et on s'assure que les données qui sont prises en temps réel sont prises correctement, qu'il n'y a pas d'artefacts instrumentaux. Donc c'est le rôle de l'astronome là-haut. Mais il y a aussi donc, les opérateurs qui, eux, règlent le télescope, s'assurent du bon fonctionnement. Il y a un mécanicien qui est là aussi pour réparer les antennes en temps réel, un électronicien également. Et puis il y a une cuisinière qui nous cuisine des bons petits plats. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir vivre là-haut une semaine. Donc, Je disais que c'était un lieu que José connaissait bien parce que vous y avez emmené vos élèves du lycée Vaucanson à Grenoble. En hiver en plus, c'est une petite expédition de monter jusqu'au plateau de Bure. Ah oui, non seulement c'est une petite expédition, mais parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois parce que pour pouvoir accéder à ce plateau, il y a une petite corniche qu'il faut passer et il s'avère qu'il y a des périodes dans lesquelles il y a du vent très très fort. Et quand le vent est trop fort, on ne peut pas accéder. Donc moi je m'y suis rendu 4 fois et dont 2 qui n'ont pas fonctionné. D'accord ? Il a fallu s'y reprendre donc au moins 2 fois. Comme on voit sur les images, là c'est un lieu absolument magnifique. Là on voit que je monte avec des jeunes et puis un dessinateur là qui a d'ailleurs, je me permets de dire qu'il a 80 ans. Il avait une forme, c'est un vrai cabri. Hein. Et quand on arrive là-haut, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est plus sur Terre, enfin on est dans un autre décor. Moi j'avais l'impression de basculer dans Star Wars, Empire contre-attaque. C'est un vrai choc, mais c'est magnifique, un choc magnifique. Hein. Les scientifiques ne montent pas à pied à chaque fois, Roman ? Si. Alors en fait on ne fait pas de l'ascension depuis, vous avez fait 1000 mètres de dénivelé, vous êtes parti du bas à pied. Tandis que nous, on a un peu plus de confort. Donc, on est amené jusqu'à cette fameuse, cette petite brèche. Donc, ça s'appelle la fenêtre. Donc, on est amené en voiture, en 4x4 l'été, jusqu'à cette brèche qu'on est obligé de faire à pied. Et l'hiver, en dameuse. Et ensuite, on a une partie d'une petite demi-heure à faire à pied. Et on est accompagné d'un guide de haute montagne employé par l'IRAM. Il y avait un téléphérique qui existait pour desservir justement l'observatoire. Il est plus opérationnel aujourd'hui ? Alors, il existe toujours, mais pour le moment, il est juste utilisé pour apporter du matériel sur le plateau. Donc, il n'y a plus personne qui monte actuellement dedans. Bon, on peut rappeler, effectivement, vous n'étiez peut-être pas encore à l'IRAM, mais qu'il y a 25 ans, il y avait eu un drame avec ce téléphérique qui était tombé avec 20 personnes à bord, des scientifiques et des personnes qui bossaient sur cet observatoire et étaient tous décédés. Donc j'imagine que ça avait dû créer un traumatisme à l'époque. À quoi ça sert les observations que vous faites là-haut ? À quoi ça sert ? C'est la recherche fondamentale, donc ça sert à alimenter la connaissance fondamentale en astrophysique. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement ? On observe vraiment. Donc la radioastronomie, elle permet vraiment d'observer l'univers dans son ensemble. Donc que ce soit les premières galaxies très lointaines, très jeunes, quelques millions d'années après le Big Bang. Hein. Donc il faut savoir que l'univers aujourd'hui, on pense qu'il a 13,8 milliards d'années. Donc on peut remonter très très loin dans la jeunesse de l'univers avec la radioastronomie. Mais on peut observer aussi des objets plus proches. On peut observer des objets dans notre système solaire. Donc que ce soit d'autres planètes ou leurs satellites, par exemple. On observe aussi des banlieues autour de notre système solaire, donc des régions de formation d'étoiles, donc ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles, ou donc des nuages moléculaires, nuages interstellaires, dont on a beaucoup d'images qui ont été révélées notamment au grand public dans le domaine optique, donc visible par Hubble, le fameux télescope Hubble. Donc on a des grandes structures très grandes, grumeleuses, ou formées de poussière et de gaz, où la matière va s'agglomérer et finir, quand elle est suffisamment dense, par former une étoile et potentiellement un cortège de planètes autour de cette étoile qui va se mettre en place. Et en particulier, moi, c'est sur ça que je travaille. Donc étudier ces jeunes systèmes planétaires en devenir. Et donc c'est aussi ce qu'on peut observer avec la radioastronomie. Et avec ces antennes-là qui bougent, hein, c'est ça, sur des rails tout au long du plateau ? Alors oui, donc parce qu'on a plusieurs configurations d'antennes
qu'on peut utiliser. Donc en effet, elles sont sur des rails qui vont nous permettre justement de jouer sur cette distance, la plus grande distance qu'on peut avoir entre deux antennes, et donc jouer sur la taille du télescope fictif qu'on est en train de simuler. Et en effet, on a besoin d'avoir à la fois les grandes distances qui permettent d'avoir une très très grande antenne. Donc d'avoir une très très grande antenne, un diamètre très grand, ça nous permet de pouvoir observer des tout petits détails très fins, donc d'avoir une très bonne résolution spatiale, donc une très grande netteté d'image en fait sur l'image qu'on obtient des objets célestes. Et on a aussi besoin d'avoir des configurations plus compactes où le diamètre entre les deux antennes les plus distantes et plus petites pour pouvoir obtenir les échelles plus grandes. Donc on a besoin vraiment de combiner à la fois des grandes échelles et des petites échelles pour avoir une reconstruction complète des objets célestes qu'on observe. On voit là la salle de contrôle de cet observatoire. Alors le graphique ne me dit rien, mais j'imagine que pour vous, c'est plus facile à interpréter. Quand on passe comme ça une semaine là-haut, qu'est-ce qu'on fait au-delà du boulot? Il y a d'autres activités ou on est focus 24 heures sur 24 sur sa mission? Alors, on est quand même assez focus parce que c'est assez intense. C'est pour ça que d'ailleurs, on travaille depuis l'observatoire là-haut pour pouvoir quand même travailler le plus possible. Quand les observations peuvent s'enchaîner, parce que il faut que la météo soit quand même suffisamment bonne pour que les antennes fonctionnent. Et même quand elles ne fonctionnent pas, en fait, on fait des tests sur les antennes qu'on est quand même tout le temps en train de développer et d'améliorer. Donc on a des tests à faire en cas de mauvaise météo. Donc essentiellement on travaille, on passe peu de temps dehors, donc c'est vrai que quand il fait très beau, parfois ça peut être un peu frustrant de voir ce beau ciel bleu dehors, cette belle neige bien fraîche et d'être derrière son ordinateur, mais bon, on est quand même passionné par ce qu'on fait, donc oui, on travaille essentiellement. Bon, c'est un équipement qui a permis d'observer la galaxie la plus lointaine connue à ce jour. C'est quoi la distance, par exemple, d'une galaxie comme ça par rapport à la Terre Où la distance, c'est très très loin, donc c'est pour ça qu'on parle plutôt en... Oui, moi je suis un terrien basique, donc je vous demande le kilomètre, mais... En années-lumière, la façon la plus représentative de décrire cette distance, c'est de dire qu'elle est en fait, cette galaxie, elle est observée quelques centaines de millions d'années, comme je disais tout à l'heure, après la naissance de l'univers. Donc quelques centaines de millions d'années, sachant qu'encore une fois, sachant que l'univers fait 13,8 milliards d'années. Donc après, en termes de kilomètres, là, j'ai pas fait la conversion. Non, mais j'ai compris que c'est extrêmement loin. Ça donne le vertige. Voilà. Est-ce qu'un équipement comme ça pourrait trouver une vie extraterrestre ailleurs, dans une autre galaxie, justement, puisque vous êtes ceux qui arrivaient à aller le plus loin? Alors, c'est une bonne question. Donc, c'est vrai qu'aussi, la radioastronomie, ça nous permet d'étudier aussi les molécules, en fait, qui se trouvent dans l'espace, parce qu'on a, depuis le milieu du siècle dernier, en fait, on a découvert qu'il y avait des molécules dans cet espace. Et donc, c'est aussi beaucoup ce qu'on fait, justement, avec les radiotélescopes. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'astrochimie, qui est une sous-branche de l'astrophysique. Et on étudie en fait comment la chimie peut avoir lieu en fait dans des espaces, dans cet espace aussi où les conditions physiques sont vraiment très différentes de la Terre. Et donc on cherche comme ça à comprendre en fait comment les molécules vont grossir et potentiellement former des molécules de plus en plus complexes. Et notamment éventuellement de comprendre un peu comment les acides aminés peuvent se former, parce qu'on en a découvert sur des comètes. Et donc la question, c'est de savoir est-ce qu'elles se sont formées initialement dans ces nuages interstellaires et sont ensuite piégées à la surface des comètes pour potentiellement être un jour délivrées sur des planètes en formation. Et donc est-ce qu'au final, l'apparition de la vie sur Terre serait d'origine extraterrestre, par exemple, ou sur d'autres planètes? Donc on essaye de comprendre en effet cette chimie. Et par contre, découvrir la vie, ça reste encore un beau rêve, un doux rêve, mais il faudra déjà savoir en fait comment elle s'initie, et ça on ne le sait pas encore. Donc on cherche plutôt on va dire des cocktails de molécules. Pour l'instant, on cherche des combinaisons un peu semblables à celles qu'on connaît sur Terre. Donc on est vraiment en train de chercher dans une toute petite niche et qu'on connaît en fait. On ne cherche pas l'inconnu vu que...
On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est un endroit en tout cas très intriguant, pas très loin de Grenoble. On peut y aller en randonnée l'été, c'est accessible quand même à tout le monde, le site Alors l'été, c'est plus accessible que l'hiver. D'ailleurs, fin septembre, on a fait les premières portes ouvertes de Noémar, donc après 40 ans que l'observatoire avait été mis en place. Donc on a eu beaucoup de visiteurs sur place. Il y avait aussi un village de l'astronomie à Super-Dévoluy. Donc on était contents qu'il y ait eu autant d'engouement pour cet événement. Et donc l'été, oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs chemins d'accès. Il y a 3 chemins de randonnée qui mènent au plateau de Bure. Donc c'est un site public. Donc il y a beaucoup de randonneurs l'été. L'hiver, c'est donc comme on l'a vu sur la vidéo du film qui a été mené avec José, c'est beaucoup plus difficile et il faut être encordé, il faut avoir des crampons. C'est déconseillé de se lancer tout seul dans cette ascension l'hiver. Donc, mais oui, c'est accessible l'été. Bon, ça donne envie en tout cas de découvrir ce site assez particulier qui a servi de décor d'ailleurs à des cinéastes. La série La Guerre des Mondes, diffusée sur Canal+, il y a 3 ans, avait été tournée en partie là-haut. Ouais. Ça a servi de décor aussi en quelque part à votre documentaire. José ? D'ailleurs, dans La Guerre des Mondes, il y a un petit détail faux. C'est qu'ils arrivent en voiture sur le plateau de Bure. Oui. Alors que et il n'y a pas d'accès en voiture, il faut le savoir, pour ceux qui ont vu cette série. Donc on ne peut pas accéder au télescope en voiture. Oui, il y a le téléphérique ou éventuellement la marche à pied, comme l'ont fait les élèves du lycée Vaucanson, que José a mené là-bas dans le cadre d'un projet pédagogique qui a abouti sur un documentaire qui s'appelle « Sous nos pieds les étoiles », réalisé par Loïc Suchet. Vous étiez venu d'ailleurs nous parler de ce projet il y a quelques années sur ce plateau, ça n'avait pas encore eu lieu. Ça a mis du temps à se concrétiser parce qu'il y a eu entre-temps une petite crise sanitaire. Et oui, une petite crise sanitaire. Et donc ce projet qui avait pris au départ, vous voyez comme c'est passionnant d'aller voir ce que c'est que les sciences et ce lieu absolument sublime. L'idée, c'était de faire un regard croisé par rapport à tout ce qu'il y a de magnifique autour de l'astrophysique sur le bassin grenoblois, dans lequel il y a des leaders mondiaux dans plein de domaines, que ce soit dans la détection, que ce soit dans les télescopes, ou que ce soit en termes de chercheurs. Et c'était d'ouvrir un peu aux élèves cette richesse qu'il y avait ici sur le bassin. Et en plus de ça, il s'avère qu'il y a un pendant à ce qui se fait ici, sur ce plateau de Noémar. Il y a l'équivalent encore plus grand et encore plus haut. Mais il faut aller au Chili cette fois-ci, à 5000 mètres d'altitude, sur le grand réseau qui s'appelle ALMA. Et en ce qui concerne les radiotélescopes, c'est parmi les 2 plus grands réseaux qui existent au monde. C'est ceux qui ont aidé, en travaillant d'ailleurs de concert, à faire les premières images des trous noirs. Pendant très longtemps, un trou noir, c'était juste un objet théorique. Maintenant, la question ne se pose même plus. Et l'idée, c'était ça, amener des jeunes, les ouvrir, montrer tout ce qui se fait ici dans le bassin, que ce soit de l'optique adaptative dans les plus grands télescopes, qui sont maintenant aussi au Chili, qui permettent maintenant de faire des images absolument sublimes et d'essayer de vaincre une problématique qui était le flou. Quand on regarde les étoiles, parfois on a un problème, c'est qu'on peut voir un peu flou. Alors vous les avez emmenés, on l'a vu, en hiver au Pic de Bure et puis au Chili également. Alors il y avait moins de neige, mais il faut marcher à plus haute altitude. C'est pas beaucoup plus facile. Là c'est sûr que là on doit atteindre 5000 mètres d'altitude. Et donc, vous voyez, on marche, les couleurs sont sublimes. C'est un autre décor complet. Ça demande aussi de l'acclimatation parce que... c'est pas juste. Alors là, on peut arriver en voiture jusqu'à cet endroit-là. Néanmoins, c'est une zone qui est assez gardée, protégée, et il faut quand même s'acclimater, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille progressivement. Nous, c'est passé par rester quelques jours dans le désert d'Atacama. Et puis quand on va sur ce plateau-là, on fait des pauses à 3000 mètres, et puis on fait des pauses à 4000 mètres, et puis on fait une pause à 5000 mètres, et puis on marche, et là on sent que parfois c'est pas toujours facile. On l'a vu, cet observatoire qui est l'équivalent de ce qu'on trouve au Pic de Bure. Vous n'avez pas pu malheureusement le visiter. Ah non, alors ça c'est le grand... D'aller si loin, marcher si haut. Oui, surtout que, il a fallu qu'on joue avec cette histoire de pandémie. Alors, un jour, on avait accès, un jour, on n'avait pas accès. Un jour, de toute façon, on avait les autorisations, mais tout d'un coup, eux, il n'y avait plus assez de personnel pour nous permettre de nous prendre en charge. Parce que généralement, quand on monte là-haut, on monte un véhicule, il faut des bouteilles d'oxygène. Enfin, il y a toute une responsabilité particulière. Oui, ça, c'est un point qu'on
préciser les règles de sécurité, parce que nous aussi, on a c'est moins haut au plateau de Bure, au pic de Bure. On a 2550 mètres. Mais quand même, à chaque fois qu'on a des extérieurs, que ce soit des journalistes ou qu'on emmène des étudiants, il faut quand même qu'on assure leur sécurité. Et donc, c'est souvent, en fait, qu'on doit annuler pour des conditions météo les montées. Donc, c'est vrai que c'est à chaque fois des sites qui sont quand même difficiles d'accès. Et malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups de pouvoir monter. Il faut parfois s'y prendre à plusieurs reprises. Voilà. Mais bon, la dernière fois, ça fait quoi? Il y a 4 ans qu'on a monté ce projet, à peu près. Et puis, on a commencé avec une première équipe de jeunes. Et puis, le Covid est arrivé. Ces jeunes qui étaient des élèves de terminale sont partis à l'université. Il a fallu recommencer avec une deuxième équipe. Et puis, le Covid est à nouveau arrivé. Donc, il a fallu à nouveau recommencer. Mais cette fois-ci, j'ai gardé quand même les jeunes parce que je ne pouvais pas systématiquement refaire des équipes. Bon, le projet, en tout cas, a eu lieu. Ils sont allés au Chili. Ils n'ont pas pu visiter cet observatoire, mais vous leur avez fait découvrir aussi les météorites, parce qu'il y en a beaucoup au Chili. Je crois qu'il y a une comète qui a explosé il y a quelques dizaines de milliers d'années au-dessus du pays. Absolument. Alors l'idée, c'était qu'on restait dans ce domaine de la découverte des différents univers, vous voyez, et il fallait que je trouve aussi des solutions de rechange au cas où tout d'un coup, la porte pour visiter scientifique se fermait. Alors on a eu accès heureusement au grand télescope du VLT là, sur le Cerro Paranal, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Et en parallèle, on est parti à la recherche de météorites, puisque ici également sur les laboratoires de Grenoble, on a des experts dans le domaine des météorites pour récupérer des informations de ce qui vient d'ailleurs, des solutions extraterrestres. Et donc, on est allé se mettre dans la peau des chercheurs qui recherchent des météorites, puisque c'est le lieu idéal. Il y a souvent 2 types de lieux dans lesquels on peut trouver des météorites. Soit c'est les déserts blancs, puisqu'on va voir les pierres qui ressortent, elles sont faciles, donc en Antarctique, dans le Nord. Mais ici également, parce que dans cette zone-là, il y a très peu d'aridité, enfin il y a très peu d'humidité, et donc il y a très peu d'érosion. Et comme il y a peu d'érosion, finalement, les météorites, elles restent telles quelles. Une fois qu'elles sont rentrées dans l'atmosphère, elles ont chauffé, elles ont brûlé un petit peu, mais après, il n'y a pas trop d'érosion et on arrive à les retrouver assez facilement. Enfin, assez facilement. On a vu qu'effectivement, avec le portable, on arrive à savoir si c'est bien... On peut essayer d'avoir des pistes... Un corps étranger, entre guillemets. Ça a été aussi l'occasion, ce voyage, de se plonger dans l'histoire tourmentée du Chili, qui est votre pays d'origine, et qui a encore aujourd'hui des stigmates de ce qui s'est passé dans les années 80, 90, enfin 70, 80 plutôt. Oui, c'est ça, absolument. Une grosse dictature. Une grosse dictature qui arrive fin des années 73, septembre 73, un pays démocratique, et puis un coup d'État, des prisonniers politiques, des gens déportés, ce qu'on peut imaginer dans le cas d'une situation comme celle-ci. Et c'est à cette occasion que finalement, un peu comme un extraterrestre, c'est moi qui suis arrivé... Je suis tombé en France, voilà. Météorite en France un petit peu, sans vraiment savoir où on allait. Et c'est vrai que c'était l'occasion de montrer aussi à ces jeunes, finalement, de découvrir d'autres univers, et puis l'univers du pays, et puis ce pays qui est en plein bouillonnement démocratique, puisqu'il y a eu des élections. Et il y a tout un renouveau, il y a un jeu démocratique sur la Constitution qui se met en place, et je trouvais ça particulièrement intéressant de leur montrer comment des jeunes au Chili qui sont très engagés viennent là pour faire bouger un peu la société. Là, on voit quelques images des anciens camps de concentration, de torture, mais ça ressemble aussi aux camps qu'on a pu connaître. C'est des camps de concentration qui se situaient dans le nord, qui étaient pris sur des anciens bâtiments miniers à l'époque. Dans le nord du Chili, il y a beaucoup de mines de salpêtre. Et celui-ci, là... est un centre dans lequel les gens étaient détenus et beaucoup sont morts là. Voilà. Donc c'était aussi intéressant de leur montrer la part sombre parfois de l'humain. Sous nos pieds, les étoiles, c'est le nom de ce film, ce documentaire réalisé par Loïc Souchet, qui sera diffusé notamment à la rentrée de septembre. Il y aura les 50e anniversaire justement de cette dictature du Chili, de prise de pouvoir de Pinochet à Grenoble. Et on pourra voir le film à cette occasion à différentes reprises. Et puis il y a une BD, je crois, qui va sortir, parce que vous aviez des dessinateurs avec vous sur ce projet. Il y a une BD qui sortira aussi à peu près à ce moment-là. Oui, a priori, il y a une bande dessinée qui sortira là, parce que l'idée du projet, c'était de sortir un peu comme les anciennes expéditions, où on partait avec des dessinateurs, on partait avec des cartographes, on partait, vous voyez, découvrir à d'autres univers. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir emmener dans l'histoire avec moi 2 immenses dessinateurs.
Un qui va dessiner ce que découvrent les jeunes à travers leurs yeux, un dessin très poétique. Et puis Emmanuel Lepage, donc Edmond Baudouin. Et là, Emmanuel Lepage, on les voit là sur l'image, tous les deux, qui est plutôt carnet de voyage, là qui revient des Kerguelen, et qui a un style plus expédition réelle. Donc ça devrait sortir en septembre, octobre chez Futuropolis, une très belle bande dessinée. Bon, on est très 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 en retard dans cette émission, vous avez été bavard, mais c'était très intéressant. Merci à tous les trois d'être venus. Robin, pour ceux qui veulent passer 50 chapitres dans la vie d'un sportif de haut niveau, je vous le conseille. Et puis on se retrouve très vite pour une autre émission. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.